Hollis Miller avait 36 ans, et les années avaient creusé en lui des marques plus profondes que son âge ne le laissait paraître. Le poids du veuvage pesait sur ses épaules. Pas d'enfant pour porter son nom, pas de compagne pour partager le feu de son foyer. Sa seule compagnie était sa cabane, dont les rondins assombris portaient les traces de tempêtes et de saisons passées. Chaque soir, il s'asseyait seul devant l'âtre, la chaise en face de lui aussi vide que l'autre moitié de son lit. En ville, ceux qui le connaissaient parlaient d'abord de sa stature avant d'évoquer son caractère. On l'appelait le géant Miller, fort comme un bœuf, avec des mains semblables à des marteaux. Mais la vérité de cet homme se trouvait moins dans sa force que dans son silence. Il ne fréquentait pas le saloon, ne cherchait pas le rire des voisins. Ses mots étaient rares, son univers réduit au strict nécessaire. Ce soir-là, l'air était lourd, chargé d'odeurs de bois et de neige, lorsqu'un bruit sec frappa contre sa porte. Ce n'était ni le vent ni les branches agitées, c'était un coup frappé volontairement, rapide et tremblant. Hollis, un rondin dans les bras, s'immobilisa, les sens en alerte. Personne ne venait chez lui après la tombée de la nuit, surtout en hiver, sauf pour une raison grave. Il posa le bois avec précaution, s'approcha et ouvrit la porte d'une main prudente. Là, se tenait une enfant, menue comme un oiseau fragile, pas plus de 7 ans. Ses cheveux étaient emmêlés, humides de neige, ses joues rougies par le froid. Elle portait une simple robe usée, déchirée au bas, et des bottes si usées que ses orteils apparaissaient à vif. Ses yeux, grands ouverts, n'exprimaient pas seulement le froid, mais une peur plus profonde encore. Elle leva la tête vers lui, silhouette géante dans l'encadrement, et murmura des mots suspendus dans l'air comme la fumée d'un feu mourant. « Ils ont battu ma maman, elle souffre trop. » Les paroles résonnèrent dans le silence de la cabane, frappant des endroits de son âme qu'il croyait morts depuis longtemps. La fillette, les lèvres tremblantes, ne pleurait pas, ses larmes s'étaient déjà taries. Elle se tenait droite, avec une dignité désespérée qu'aucun enfant ne devrait connaître, comme si rester immobile pouvait empêcher le monde de s'écrouler. « Qui est ta mère, petite ?» demanda Hollis enfin, d'une voix grave comme un grondement de tonnerre. « Marie-Hélène. Marie-Hélène Carter. Ils l'ont laissée dans la cabane près du ruisseau. Elle ne peut plus se lever. Aidez-la, je vous en prie. » Ce nom lui revint comme une mélodie à moitié oubliée. Marie-Hélène, il l'avait déjà aperçue en ville, une femme douce au visage marqué par la fatigue, toujours baissant les yeux lorsque son mari, Elias Carter, était présent. Cet homme large d'épaules, mais plus prompt au whisky qu'au travail, avait les poings rapides. Hollis se souvenait l'avoir vu un jour hausser la main sur elle dans l'épicerie, et comme tant d'autres, il s'était détourné, prisonnier de cette loi tacite de l'Ouest. On ne s'immisçait pas dans le foyer d'un autre, même si ce foyer était cruel. Mais entendre son nom dans la bouche de son enfant brisa ce mur de silence. Il s'accroupit pour ne pas l'effrayer de sa haute stature. « Et toi, comment t'appelles-tu, petite ?» demanda-t-il. « Laura May, » souffla-t-elle. Ses yeux brillaient, mais les larmes ne coulaient pas. Hollis remarqua les ecchymoses sur ses bras frêles, la façon dont elle serrait sa manche déchirée comme si ce tissu pouvait la protéger. Alors, une résolution se forgea en lui, non pas une colère éclatante, mais une rage sourde, profonde, semblable à un feu couvant sous les racines d'un arbre. Il l'invita à entrer, et malgré l'hésitation, le souffle glacé du vent finit par la pousser à franchir le seuil. Hollis serra son manteau et partit dans la nuit. Le chemin vers le ruisseau traversait un bois de peupliers nus qui claquaient comme des os. La cabane apparut enfin, croulante, le toit troué, sans fumée au-dessus de la cheminée. Il poussa la porte, les gonds grinçant comme une plainte. À l'intérieur, l'air empestait la paille humide et l'alcool. Dans un coin, sur un tamas de chiffon, gisait Marie-Hélène. Même dans l'ombre, ses blessures parlaient. Joues tuméfiées, œil presque clos, lèvres fendues, poignets marqués par les cordes. Pourtant, son regard, lorsqu'il se posa sur lui, n'était pas suppliant. Il était ferme, presque fier, comme si elle préférait mourir que demander grâce. « Vous ne devriez pas être là, » dit-elle d'une voix faible et rauque. « On parlera, ça vous détruira. » Hollis s'agenouilla près d'elle, ses yeux cherchant les siens. « Qu'il parle, » répondit-il. Puis il la souleva avec une douceur surprenante, la portant contre lui à travers la neige, son manteau l'enveloppant. Elle ferma les yeux, peut-être de honte, peut-être soulagée par cette étrange sécurité. Quand il entra dans sa cabane, Laura courut à sa rencontre. En voyant sa mère dans les bras du géant, son visage s'illumina d'un soulagement qui la fit paraître à la fois plus âgée et plus enfantine. Hollis installa Marie-Hélène sur son propre lit.
Tandis qu'il entretenait le feu, préparait de l'eau et nettoyait ses blessures avec des gestes maladroits mais empreints de soin, la cabane se remplit d'un silence qui disait plus que des mots. « Ici, tu es en sécurité. » Dehors, la neige tombait plus drue, ensevelissant la prairie. Mais déjà, au saloon du village, Elias Carter, ivre et vindicatif, hurlait que sa femme avait été volée, qu'on la lui avait prise. Il jurait de faire couler le sang du géant. Et les langues se déliaient, avides de scandales et de drames. Dans la cabane, Hollis se tenait près de la fenêtre, regardant l'horizon glacé. Il savait que l'orage ne tarderait pas à arriver. Mais il avait pris sa décision dès l'instant où il avait relevé Marie-Hélène du sol. Quoi qu'il arrive, elle ne retomberait pas. Cette nuit-là, sa cabane cessa d'être seulement un abri contre l'hiver. Elle devint le théâtre d'une lutte silencieuse entre la violence et le droit d'une femme et d'un enfant à retrouver la paix. Dans la cabane de bois, les ombres dansaient contre les murs tandis qu'au dehors régnait le silence glacé des premiers jours d'hiver. La neige épaisse collait aux vitres et transformait la prairie en une mer blanche et infinie. À l'intérieur de ce refuge, 3 vies s'apprivoisaient comme des étrangers réunis par le destin. Hollis Miller, fidèle à son habitude, se levait avant l'aube, mais son quotidien avait changé. Il ne s'occupait plus seulement des bêtes et des clôtures, il devait aussi veiller sur 2 êtres fragiles confiés à lui. Marie-Hélène reposait dans son lit, encore affaiblie malgré la fièvre tombée, son corps marqué de bleu jaunâtre et verdâtre. Elle se réveillait au parfum de bouillie de maïs et de bouillon que Hollis préparait maladroitement, en silence, déposant devant elle une écuelle sans un mot. Elle le remerciait d'une voix à peine audible et lui hochait la tête avant de regagner son siège près de l'âtre, de peur d'imposer trop de présence. Sa fille, Laura May, collait sa petite main à celle de sa mère, même durant son sommeil, mais au fil des jours son regard se tournait de plus en plus vers Hollis. Elle observait ses grandes mains. Fendre le bois, le bruit sourd de ses bottes et ses épaules capables de protéger toute la cabane contre la tempête. Une confiance muette s'installait dans son cœur, scellée le soir où il lui offrit un petit cheval sculpté qu'elle serra contre elle comme un trésor. Marie-Hélène remarquait ses gestes mais détournait vite les yeux, accablée par la honte plus lourde que ses blessures. Être sous le toit d'un autre homme nourrirait les rumeurs du village. Elle connaissait trop bien la cruauté des commérages. On l'avait déjà jugée faible face à la colère de son mari Elias, on la jugerait désormais sans pudeur, déchue, indigne. Hollis subissait lui aussi ces regards pesant à chaque passage en ville, mais il avait appris à s'endurcir dans le silence. Pourtant, lorsqu'il rentrait et retrouvait le rire de Laura ou le fredonnement discret de Marie-Hélène, il sentait ce que les ragots ne pouvaient ternir, un foyer naissant. Un dimanche, il décida de les conduire à l'église, malgré la peur de Marie-Hélène d'affronter les regards. « Qu'ils regardent » répondit-il simplement. Dans la petite chapelle gelée, ils s'assirent au fond, sous les murmures et les yeux qui jugeaient. À la sortie, Madame Callaway tenta de l'humilier avec une fausse sollicitude, mais Hollis, d'un simple pas en avant et d'un silence lourd, la réduisit au mutisme. Cette nuit-là, Marie-Hélène, les larmes aux yeux, avoua qu'elle apportait la disgrâce sur lui. Il répondit calmement qu'il ne cherchait pas le pardon des autres, seulement la paix. Ces mots réveillèrent en elle une chaleur oubliée depuis longtemps. Peu à peu, elle retrouva ses forces, se levant pour balayer ou repriser ses chemises, emplissant la cabane d'une présence douce. Mais dehors, la menace grandissait. Elias, ivre de rancune, jurait au saloon qu'il viendrait la reprendre de force. La nouvelle fit trembler Marie-Hélène, mais Hollis, impassible, affirma qu'ils viennent. Même la petite Laura, un soir, se réfugia dans ses bras en murmurant qu'il ne devait pas laisser sa mère souffrir encore. Hollis lui promit, d'une voix grave, qu'il la protégerait tant qu'il respirerait. Et elle s'endormit, le cœur apaisé, contre sa poitrine. Marie-Hélène, en silence, pleura en voyant cette force tendre, différente de la brutalité qu'elle avait toujours connue. Pourtant, la haine d'Elias se matérialisa en un message cloué à la porte, « Elle est à moi. Rends-la, ou je reviendrai avec des hommes. » Hollis déchira le papier, conscient que l'heure du choix était venue. En ouvrant son foyer, il avait pris parti. Tandis que la neige s'épaississait et que le vent hurlait contre les volets, Marie-Hélène, les yeux perdus dans le feu, murmura dans l'ombre « Tu perdras tout à cause de moi. » Hollis resta silencieux, les flammes se reflétant dans son regard fermé, tandis que la terre elle-même semblait retenir son souffle avant la tempête annoncée. Hollis Miller le sentit avant que le ciel ne cède. Une douleur dans les os, une pression sous l'immobilité qui rendait le bétail nerveux au pâturage lointain. L'air devint vif, mêlé d'odeurs de fer et de neige, et l'horizon s'alourdit d'un poids noir qui roulait lentement vers eux.
Il s'employa vite à arrimer les portes de la grange, la corde tendue sous ses mains, sa respiration embrumant l'air tandis que le froid s'intensifiait. Derrière lui, la cabane se dressait sur le fond gris comme un sentinelle solitaire, ses fenêtres éclairées d'une lueur de feu, la seule chaleur à des kilomètres à la ronde. À l'intérieur, Marie-Hélène s'affairait avec une urgence contenue. Elle retirait le linge de la corde, fermait les volets, rangeait les réserves dans des bacs couverts comme pour se préparer non seulement à la tempête, mais au siège. Ses mains tremblaient parfois, bien qu'elle s'efforçât de les maintenir calmes. Laura mais la suivait en tenant serré son cheval en bois sculpté, devenu son talisman. Chaque rafale extérieure faisait l'enfant se blottir davantage, ses grands yeux scrutant le visage de sa mère à la recherche de signes de sécurité. Marie-Hélène, les ecchymoses estompés mais l'âme encore fragile, tenta de masquer sa peur, bien que l'enfant vit plus qu'elle ne disait jamais. Au crépuscule, la première rafale frappa, faisant vibrer les poutres de la cabane et projetant la neige en nappes obliques sur la plaine. Ulysse entra, portant sur lui la morsure du gel, ses épaules poudrées de blanc. Il claqua la porte contre la bourrasque et resta un instant à écouter. La tempête poussait un hurlement profond, encerclant la cabane et s'insinuant par chaque fissure. Il se tourna alors, balayant du regard les deux silhouettes au coin du feu. Marie-Hélène croisa son regard et il eut une question muette. Il hocha lentement la tête, non pas pour rassurer, mais pour reconnaître que la tempête extérieure n'était pas la seule qu'ils auraient à affronter, car il avait appris en ville plus tôt dans la journée qu'Elias Carter, ivre et meurtri dans son orgueil, avait juré devant des hommes qu'il reprendrait sa femme. Il crachait sa bile dans chaque verre, se vantant de ne pas venir seul, mais accompagné d'hommes partageant son ressentiment, prêts à souffler sur les braises du scandale. Ulysse n'avait pas répondu aux rumeurs, mais son silence n'avait rien d'un aveu de peur. Ceux qui voyaient la raideur de sa mâchoire et l'immobilité de son regard savaient que le grand éleveur se préparait à un affrontement. Tandis que la tempête s'épaississait, Marie-Hélène sentit ce fardeau peser sur lui. Elle se tint près du feu, son châle serré, le visage illuminé par la flamme. « Penses-tu qu'il viendra par un temps pareil ?» demanda-t-elle doucement, sans espoir, seulement de l'effroi. Ulysse regarda vers la fenêtre où la neige tournoyait comme des fantômes. « Si la colère d'un homme est assez chaude, dit-il, même la tempête ne la refroidira pas. » Elle détourna le visage et effleura les cheveux de sa fille. Longtemps, elle avait supporté la colère d'Elias, si courbant, survivant sans jamais résister, et la pensée qu'il revienne soutenu par d'autres lui serra l'estomac. Pourtant quelque chose d'autre brûlait en elle. Une braise de défi née à la vue de son enfant, au chaud près du feu, et de la certitude que sa douleur n'était plus invisible. Ulysse l'avait relevée de la boue, non par pitié, mais par une force qui n'attendait rien d'autre que la protection. Cette braise grandissait chaque jour, et malgré la peur qui pesait lourdement, elle ne s'éteignait pas. Les heures s'étirèrent. Ulysse passa des portes aux fenêtres, vérifiant les loquets, resserrant les volets, chaque geste était sûr et mesuré. Laura somnolait sur les genoux de sa mère, ses petits souffles doux face au grondement. De la tempête. Marie-Hélène observait l'homme immense près de la porte, comme taillé dans la même essence que la cabane, inflexible, résistant. Elle se demandait quel poids il portait dans son silence, quelle peine creusait ses yeux quand la lumière du feu les prenait. Elle désirait le lui demander, mais les mots lui manquaient. À la place, elle lui chuchota un fragment de consolation d'enfance, les notes faibles mais régulières. Ulysse s'arrêta à la porte, à l'écoute. Pour la première fois depuis des années, un son toucha le vide en lui, rappel que les maisons ne sont pas bâties de rondins seulement, mais des voies qui emplissent l'espace entre les tempêtes. Mais la nuit n'était pas destinée à la paix. Vers minuit, par-dessus le hurlement du vent, un autre bruit parvint. D'abord faible, puis plus net, le cliquetis des sabots, le crissement des chevaux dans la neige, délibéré, se rapprochant. Ulysse se figea, la main posée sur le fusil appuyé contre le mur. Le souffle de Marie-Hélène se brisa, ses doigts serrèrent Laura. L'enfant remua, murmura et serra plus fort son cheval de bois. « Ils sont là » murmura Marie-Hélène, la peur perçant sa voix. Ulysse ne répondit pas. Il alla à la fenêtre et regarda à travers l'ouverture du volet. Dans le tourbillon de neige, des ombres se mouvaient, des cavaliers luttant contre la tempête. Il en dénombra 3, peut-être 4, leurs lanternes oscillant comme des esprits. Une voix dépassa le vent, forte, en colère et pâteuse, la voix d'Elias Carter. Ulysse recula, la mâchoire serrée, le visage taillé comme une pierre. Il se tourna vers Marie-Hélène. « Mais là, dans la chambre arrière, dit-il doucement. N'ouvre cette porte que si tu entends ma voix. » Elle hésita, voulant protester, mais le poids de son regard ne laissait pas de place. Elle saisit Laura,
chuchota des paroles rassurantes bien que sa propre peur la fit trembler, et entraîna l'enfant dans la petite pièce où les couvertures étaient empilées. La porte se ferma doucement derrière elle. Hollis resta dans la pièce principale, le fusil ferme entre ses mains, priant pour qu'il ne serve pas. La tempête secouait les murs, mais par-dessus tout retentirent des coups contre la porte de la cabane. « Miller, » rugit Elias, « tu crois pouvoir voler ce qui est à moi? Fais-la sortir ou nous la traînerons nous-mêmes. » Des rires suivirent, cruels et moqueurs, mais tremblants d'hommes cherchant du courage contre la tempête et l'adversaire à l'intérieur. Hollis se tut. Le silence était sa réponse, le même qu'il avait porté à travers les pertes, les années de solitude, les murmures de commérage. Il posa le fusil contre le mur et prit la lanterne. Il l'alluma, la flamme projeta sa grande ombre à travers la pièce, puis il décrocha le verrou de la porte. La neige entra en rafale, le vent hurla, mais Hollis demeura ferme, la lanterne haute. Les hommes reculèrent devant la lumière soudaine, leurs visages rougis par le froid, les yeux cernés par l'alcool et la rage. Elias était juché sur son cheval, gonflé de fureur. « Tu m'as déshonoré, Miller, » cracha-t-il. « Tu as pris ma femme, tu l'as empoisonnée contre moi. Je te verrai ruiné avant la fin de la nuit. » Hollis s'avança sur le perron, la tempête arrachant son manteau, la lanterne jetant de longues ombres. Sa voix, quand elle vint, était basse et ferme, et portait malgré la rafale, « Elle n'a jamais été à toi à briser. » Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel coup. Le visage d'Elias se déforma, la rage bouillonna, il donna un coup d'éperon et hurla aux autres « Sortez-la !» Hollis posa la lanterne dans la neige, les mains libres, le corps prêt. La tempête fouettait tout autour, la neige piquant comme des lames. La nuit était enflammée de fureur. Dans la chambre arrière, Marie-Hélène serra Laura contre elle, entendant des cris étouffés et le fracas des bottes dans la neige. Son cœur battait la chamade, partagée entre la terreur et une étrange poussée de force. Pendant des années, elle avait prié seulement pour tenir. Maintenant, avec Hollis faisant rempart entre elle et la tempête, elle pria pour le courage de ne jamais retourner aux chênes. Laura murmura contre elle, petite voix tremblante, « Il ne les laissera pas t'emmener, maman. » Dehors, le premier des hommes d'Elias descendit de sa monture et trébucha dans la neige vers le perron. Hollis l'affronta, immense mur contre la tempête, et le choc des corps résonna dans la nuit. Poings et bottes s'entrechoquèrent, la neige voltigea. Hollis combattit avec la force d'un homme qui avait travaillé toute sa vie. Chaque coup était précis, chaque pas inébranlable. Un autre homme vint, puis un autre, mais il ne fléchit pas. La tempête hurla comme si la terre elle-même en était témoin. Elias tournoyait sur son cheval, le visage tordu par la fureur, tandis que ses hommes reculèrent. Il cria le nom de Miller dans la nuit, mais le silence de Hollis suffisait. La lutte fit rage au bord du perron, la lumière de la lanterne vacillant, jusqu'à ce que les hommes reculent enfin, meurtris, ensanglantés, leur fureur refroidie par la tempête et la force inflexible d'un seul défenseur. Mais Elias demeurait, son orgueil plus grand que sa peur. Il descendit finalement de sa monture, titubant, la neige accrochée à ses cheveux et sa barbe, les poings serrés. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-il, la voix aigre de folie. « Tu crois pouvoir la prendre ? Tu crois pouvoir m'humilier ? Je brûlerai cet endroit avant de la laisser rester. » Hollis resta dans la neige, la poitrine haletante, le visage éclairé par la lueur de la lanterne. Son silence portait désormais le poids d'un serment, son corps prêt non seulement à... La lutte ne consistait pas seulement à frapper, mais à supporter l'orage que portait Elias avec lui. La neige tombait de plus en plus dense, enveloppant la terre de blanc, étouffant les sons, transformant le monde en scène glacée pour le jugement à venir. Dans la pièce arrière, Marie-Hélène pressait sa main contre la porte, le souffle tremblant, les yeux humides de peur et de détermination. Elle se croyait brisée, impuissante, mais en entendant les menaces d'Elias et voyant la tranquille défiance de Hollis, quelque chose en elle s'éveilla, vif et ferme. Elle sut, avec une certitude aussi tranchante que le vent hivernal, que la prochaine fois qu'elle affronterait Elias, elle ne resterait pas silencieuse. La nuit retenait son souffle, la tempête grondait, les hommes vacillaient, tandis qu'Elias et Hollis se faisaient face dans un duel de volonté. La flamme de la lanterne vacillait, la neige sifflait contre le sol, et la prairie semblait suspendue, attendant le coup qui briserait l'équilibre fragile. La neige tourbillonnait comme de la soie déchirée, et la flamme à ses pieds se penchait sous le vent, projetant sa lumière sur la toile furieuse de la tempête. Elias Carter se tenait devant Hollis, le visage déformé par la rage, la tempête fouettant son manteau.
Les hommes qui l'accompagnaient étaient à distance, leur courage déjà épuisé, mais la fierté d'Élias brûlait plus fort que le froid, et il avançait, poing serré, écrasant la terre gelée de ses bottes. Hollis l'accueillit en silence, épaules carrées, souffle constant. La porte de la cabane derrière lui protégeait Marie-Hélène et Laura. Il sentait leur présence comme une flamme dans son dos, fragile mais inflexible, donnant tout son poids à l'instant. Élias ricana, sa voix brisée par le vent. « Tu crois avoir gagné parce que tu as frappé mes hommes? Tu crois qu'elle t'appartient maintenant? Elle est à moi, elle le restera toujours. » Hollis répondit doucement, non avec cruauté mais avec la gravité d'un homme qui portait le silence plus longtemps que la plupart. « Elle n'appartient à aucun homme. Elle s'appartient à elle-même. » Ces mots frappèrent plus fort que la neige contre la peau. Élias vacilla, furieux, et attaqua à nouveau, mais Hollis encaissa, contrant d'un coup puissant qui le fit reculer dans la neige. Pourtant, Élias se releva, fou de fierté blessé, se jetant encore et encore. Leur lutte devint une danse dans la tempête. Élias, désordonné et craintif, Hollis, précis et responsable, chaque coup portant plus que la force des poings. Hollis voyait en Élias toutes les cruautés infligées à Marie-Hélène, toutes les nuits où Laura était allée se coucher affamée, chaque humiliation subie en silence. Élias ne frappait pas seulement pour récupérer une épouse, mais pour prouver qu'il restait invaincu et regagner le respect d'un village tournant le dos. Ils se battirent, glissant sur la neige, frappant, tandis que la lumière de la lanterne projetait des ombres monstrueuses. Finalement, Hollis saisit Élias par le col et le plaqua contre le poteau du porche, le bois tremblant, la neige tombant du toit. Élias haletait, sanglant, yeux brûlants de haine. « Frappe-moi, tue-moi » souffla-t-il. Hollis suspendit son poing, la tempête rugissant autour, mais le cri de Laura, étouffé par les murs de la cabane, perça. « Maman, est-il parti » Ce petit son fut plus puissant que les moqueries d'Élias. Hollis baissa son poing, le feu de la vengeance s'éteignant devant la voix d'un enfant. Tuer Élias aurait créé un fantôme pour hanter Marie-Hélène et sa fille. La justice n'était pas sang sur la neige, mais dignité retrouvée. Il projeta Élias dans la neige, menaçant avec son fusil sans tirer. « Tu répondras de tes actes, dit-il, ferme. » Les hommes, ébranlés, n'osèrent bouger. Hollis traîna Élias jusqu'à son cheval et le fit monter au lever du jour, laissant un avertissement silencieux. Aucun orage ne pourrait le cacher s'il revenait. Dans le calme retrouvé, Hollis retourna dans la cabane où Marie-Hélène et Laura attendaient. La chaleur, le feu doux, la sécurité retrouvée. Laura s'endormit dans ses bras, Marie-Hélène retenait ses larmes de soulagement. Pendant des heures, ils restèrent près du feu, écoutant le monde silencieux recouvert de neige. Hollis observa Laura dormir, le visage adouci par la lumière, et Marie-Hélène sentit l'espoir renaître, fragile et précieux. Enfin, Hollis posa Laura sur son lit, et sans un mot, ils se regardèrent, partageant un lien silencieux. L'homme qui avait combattu Élias et choisi la retenue. La tempête était finie, mais le jugement ne faisait que commencer.